Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire la lecture d'un passage d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui est Le terrorisme intellectuel de Jean Sévilla, le livre qui date donc de 2004. Je vais vous lire la page 241 à 246, passage donc qui traite de la naissance de l'Union européenne en 92 par le traité de Maastricht. Je trouvais que c'était très intéressant de vous lire ce passage, surtout quelques jours avant les élections, parce qu'on va pouvoir faire l'analogie entre l'abrutissement médiatique qu'on a subi donc en 92 et celui qui est en train d'avoir lieu en 2017 sur les élections donc, qui approchent dimanche. Donc là, je vais commencer au troisième paragraphe de la page 241. Donc là, c'est Mitterrand qui parle. La France, c'est notre patrie, et l'Europe, c'est notre avenir, déclarait François Mitterrand en 1992. Il est loin le temps où De Gaulle qualifiait les fonctionnaires européens de technocrates apatrides. Apatride, aujourd'hui, rendrait un son scandaleux. L'Europe? Mais quelle Europe? Aujourd'hui, tout se déroule comme si l'Europe, plus qu'un dessein politique graduel, représentait une foi dont les dogmes ont force d'obligation. Depuis la signature du traité de Rome en 1957, la construction communautaire n'a fait que se resserrer. Jean Monnet, son concepteur, était un libéral de culture anglo-saxonne. Il était persuadé que la nation était dépassée, qu'elle incarnait une forme ancienne de pensée à l'ère de l'interdépendance économique. L'État souverain est inutile, transposant ses idées au niveau institutionnel, croyant au rôle unificateur de l'économie. Monnet imaginait l'Europe comme le meilleur moyen d'abaisser les frontières afin d'élargir les marchés, s'il admettait que les paliers vers l'unité de cette idéologie, d'après lui, étaient irrépressibles. L'Europe naîtrait des suites de cercles forcément amenés à s'agrandir. Dans cette perspective, l'Europe n'est pas un attribut au service de la nation. C'est un mécanisme dont chaque cran lui ôte un peu plus de sa souveraineté. Donc là, il est bien en train d'expliquer que le but de la construction européenne était de faire tomber la souveraineté des peuples. En France, cette conception devient dominante au cours des années 70. Au nom du tout économique, droite et gauche confondues, la classe politique se range à l'idée que le pays ne peut s'adapter à la modernité que par la fusion dans l'ensemble européen. L'esprit du compromis de Luxembourg, en 1966, celui-ci dispense l'État d'appliquer une décision communautaire à l'encontre de ses intérêts essentiels, est donc totalement oublié. Vers 1985, la machine s'emballe. L'accord de Schengen supprime les contrôles aux frontières. En 1986, l'acte unique européen vise à créer en 1993 un marché intérieur unifié. En 1989, Jacques Delors, le président de la Commission européenne, repousse un projet de monnaie commune, un projet de loi de monnaie commune, ce qui serait ajouté aux monnaies nationales. Donc c'est-à-dire, il a rejeté le fait qu'il pourrait lier la création d'un euro pour les marchés financiers, tout en ayant la possibilité pour les nations de garder leur monnaie nationale pour les peuples. Et il préconise donc la monnaie unique, qui abolit donc la monnaie de chaque pays. Donc exactement sur ce qu'on est aujourd'hui, dans l'euro qui sert à la fois pour les marchés financiers et comme monnaie pour les peuples. Et voilà. Les mêmes années, le Conseil d'État, Harry Nicolot, confirme la primauté du droit communautaire sur le droit national. Donc, encore une fois, là, on sait bien qu'on est dans la dégradation tout simplement de la souveraineté des nations et que toutes les lois qui vont être appliquées dans chaque pays vont être décidées au niveau d'un gouvernement européen. Donc les gouvernements des nations européennes n'auront plus aucun pouvoir. En février 1992, le traité de Maastricht est signé. Transformation de la communauté économique européenne en Union européenne, création d'une citoyenneté européenne, renforcement des pouvoirs du Parlement et du Conseil généralisant au sein de ce dernier le vote à majorité qualifiée, orientation de la Commission vers un rôle de gouvernement communautaire, institution d'une banque centrale européenne indépendante des États, mise en place d'une monnaie unique, la communauté quitte la voie confédérale, elle s'engage vers le fédéralisme, mais vers un fédéralisme qui recèle le centralisme le plus bureaucratique. Ce traité représente un volume de 129 pages. Pour un agrégé de droit, il s'avère d'une lecture difficile. Il est illisible. Le peuple français, cependant, va être invité à se prononcer sur ce texte obscur, dans un climat qui augure mal de sa liberté de choix. Pour ratifier l'accord, comme ils doivent le faire, tous les États sont contraints. Mitterrand a opté pour le référendum. La consultation annoncée le 3 juin
1992, aura lieu le 20 septembre. Ce seront 4 mois de lavage de cerveau. 4 mois pendant lesquels l'Europe, selon Maastricht, sera présentée comme la seule possible. 4 mois pendant lesquels les adversaires du traité seront dépeints comme des esprits faux, mal informés ou comme des rétrogrades furieusement nationalistes. Là, c'est très intéressant. On est en train de se rendre compte, tout simplement, que, comme aujourd'hui, avec le Front National, qui est décrié comme un parti néo-nazi, fasciste, raciste, machin, tout simplement parce qu'il est, il est opposé à cette union de fédéralisme pour faire un gouvernement européen. Ce que veut l'entière classe médiatique et politique qui dirige les gouvernements européens à l'heure actuelle. Même s'il y a un très fort ressenti des peuples qui sont très attachés à la souveraineté de leur nation et à pouvoir décider en tant que peuple, l'entière classe médiatico-politique décide que ça sera comme ça et pas autrement. Et là, on va comprendre un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Pourquoi est-ce que le traité de Maastricht est passé et vers quoi on se dirige. Dans la classe politique, pour le oui au référendum, c'est la quasi-unanimité. Jacques Chirac, devant qu'il ne faut plus évoquer l'appel de Cochin qu'il signait en 1978, milite pour la ratification du traité. Valéry Giscard d'Estaing, François Léotard, Pierre Bérégovoy participent en commun à des meetings pour le oui. De droite ou de gauche, au sein de leur parti, les opposants sont marginalisés. La totalité des médias, ou peu s'en faut, prône le oui. À la radio ou à la télévision, les débats opposent des partisans du oui aux partisans du oui. C'est exactement ce qu'on a en ce moment partout sur les plateaux de BFM TV, France 2, TF1, toutes les grandes chaînes de télé et les grands journaux. On a toujours des discussions entre personnes qui sont d'accord. On n'a jamais réellement un opposant, à part les représentants du Front National, on n'a pas un seul opposant véridique et véritable à cette vision d'une Europe fédérale pour créer un gouvernement européen. On n'a aucun opposant. C'est vraiment toujours pour le oui, pour le oui, pour le oui. C'est une écrasante vérité. Quand Philippe de Villiers est invité sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, forcément, lui coupe la parole pour éviter de ne dire que des slogans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel révélera que pendant la campagne, le temps de parole du oui a disposé d'un temps d'antenne supérieur au moins de 46% de plus sur TF1, 53% de plus sur Antenne 2 et 91% de plus sur FR3. Alors après, qu'on ne me parle pas de démocratie. Le traité de Maastricht a été voté et a été mis dans la tête des Français de façon complètement propagandiste, fasciste, antidémocratique. En dépit de cette pression, le pourcentage du non ne cesse de grimper dans les sondages. Chez les adeptes du oui, le ton monte. J'espère qu'on va pouvoir expliquer au peuple français qui est souverain qu'il se trompe, affirme le centriste Bernard Bosson, France Inter, le 27 août 1992. Aux avocats du non, le socialiste Jacques Delors donne un conseil. Messieurs, ou vous changez d'attitude, ou vous abandonnez la politique. Il n'y a pas de place pour un tel discours et de tels comportements dans une vraie démocratie qui respecte l'intelligence et le bon sens des citoyens. Meeting à Quimper le 28 août 92. La démocratie selon Maastricht serait-ce la démocratie avec bulletin de vote unique ? Le 3 septembre, au terme d'une émission de propagande de 3 heures, un débat TF1 oppose François Mitterrand à Philippe Séguin, mais ce dernier semble inhibé par la fonction présidentielle de son interlocuteur. La veille du scrutin, les électeurs du Monde sont avertis par les bons soins de son directeur, Jacques Le Sourn. Un non au référendum serait pour la France et l'Europe la plus grande catastrophe depuis les désastres engendrés par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc on nous a dit que si on votait pas pour l'Europe fédérale, si on votait pas pour le gouvernement européen et qu'on choisissait d'avoir une démocratie nationale libre et souveraine au niveau du peuple, on était des nazis. En gros, c'est ça. Et après, on vient nous dire que quand on défend le concept de nation et de souveraineté du peuple par référendum, on est fasciste. Le fascisme, c'est le fascisme institutionnel que représente les gouvernements de Bruxelles à l'heure actuelle. Bref, je m'écarte un petit peu. Presque la moitié du corps électoral a dit non. Pourquoi ce refus ? 48,95% des électeurs veulent-ils fermer les frontières, vivre en autarcie, emboucher la trompette de Déroulède ?
Sont-ils xénophobes? Ces Français-là sont comme les autres, sont confondus par la beauté de la Toscane ou par les temples d'Anctor. Ces Français-là sont comme les autres, lisent Cervantes ou Shakespeare. Ces Français-là, comme les autres, aiment Mozart ou les danses irlandaises. Ces Français-là, comme tous les autres, ont été amoureux d'Alva Gardner et jugent admirables les films de Kurosawa. Ces Français-là sont comme les autres, ils savent que la prospérité du pays dépend de ses échanges extérieurs. Ces Français-là, comme les autres, n'ont pas envie de faire n'ont envie de faire la guerre à personne. Leurs grands-pères ou eux-mêmes ont déjà donné. Comme tous les autres Français, ils étaient majoritairement pro-européens jusqu'à la fin des années 80, mais ont découvert que l'Europe peut jouer contre la France quand les diktats de Bruxelles interfèrent sur leur vie quotidienne. Ils ont compris que la machine européenne, avec ses autorités non élues supérieures aux autorités nationales élues comme à échapper à tout contrôle, ces Français-là ne sont pas d'accord pour abdiquer leur destin entre les mains anonymes. En 1997, le traité d'Amsterdam, qui prolonge Maastricht, limite la politique internationale de la France et engage encore plus dans une logique communautaire. Mais ce coup-ci, pour ratifier le traité, on ne consulte pas l'opinion. En 1989, une débauche de moyens publicitaires, l'euro est instauré, la machine est lancée, rien ne l'arrête. L'Europe, cette Europe-là, est vantée comme un développement continu de l'histoire. Mensonge, c'est une rupture. Voilà. Donc voilà le passage que je viens de vous passer. C'est un livre de 2004 qui expliquait déjà qu'on allait vers une oligarchie totalitaire et fasciste des technocrates de Bruxelles, donc antidémocratique, qui n'a pas voix à respecter et à prendre en considération l'avis du peuple. Ce livre a été écrit 1 an avant le référendum de 2005 auquel on a répondu non, et le gouvernement nous a forcé la main. Et là, on est en train, encore une fois, de nous relancer la même soupe. Jamais 203. Ils l'ont fait en 92. Ils l'ont fait en 2005. Et là, ils sont en train de le refaire. Ils sont en train de nous dire que si l'on dit non à l'Europe, nous sommes des fascistes néo-nazis. Et en plus, c'est encore plus simple pour eux, sachant que le seul parti d'opposition qui a voix à pouvoir gouverner, c'est le Front National. Ils se servent des antécédents de Marine Le Pen, des antécédents du père de Marine, pardon. Ils se servent des antécédents du père de Marine Le Pen pour dire que l'opposition à l'Europe, c'est du fascisme, nous sommes des xénophobes, des néo-nazis, nous voulons vivre en autarcie, c'est le repli sur soi-même, on ne va pas pouvoir échanger, on ne va pas pouvoir commercer avec les autres pays, alors que c'est le contraire. Je vous laisse donc faire votre propre opinion. Je vous laisse donc aussi, je vous invite à lire ce livre, sachant qu'en plus, Jean Sévillat a appelé à voter Mélenchon. Sachant que Mélenchon défendait aussi une part de souverainisme, même si personnellement j'y crois pas trop. C'est donc dans la logique des choses que ceux qui ont voté Mélenchon pour souverainisme et pour attachement à la démocratie se retournent vers Marine Le Pen dimanche. J'insiste parce que c'est très important. Et je comprends tout à fait, sincèrement, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec les idées de Marine Le Pen, qu'on ne soit pas d'accord avec certaines de ses idées sociales, ses idées très arrêtées en matière d'immigration, mais pour le bien de notre pays et pour le bien de la démocratie, pour ce qu'il nous reste de souveraineté nationale. Je vous invite vraiment à faire le bon choix dimanche en connaissance de cause. Avec Macron, nous perdrons tout. Ce sera la fin. Nous n'aurons plus aucun droit. Je vous rappelle que c'est lui qui a fait passer la loi El Khomri par 49-3. Et que c'est lui qui veut gouverner par ordonnance et qui veut aggraver toutes les conditions des classes sociales. Son programme, là, je viens de recevoir aujourd'hui tout son petit blabla. Toutes ces mesures, il les a piquées à droite et à gauche. Il n'y en a pas une seule. Et tout ça, c'est qui n'est pas ficelé. Alors qu'avec le programme de Marine, il coûte cher en dépenses publiques, mais elle a gradué ça avec comment on dit, des économies. Voilà, elle a tout un programme d'économie publique, de faire des économies, notamment par rapport à l'Union européenne, et en tablant sur la croissance future du pays pour pouvoir appliquer son programme. Mais ne tombez pas dans le piège du Marine Le Pen, fasciste, nazi. C'est grossier, c'est grossier. Les médias nous le vendent.
On l'entend, on le comprend très bien par Jean Sévilla que c'est ce qui s'est passé en 92. Ils nous ont vendu. Alors qu'en plus, Jean-Marie Le Pen était pro-libéral. Était pro-libéral à cette époque-là. Il me semble, ça se trouve une connerie, mais il me semble qu'il était pro-libéral. On voit bien que dans l'histoire de la construction de cette Union européenne, donc depuis l'arrivée du traité de Maastricht, à chaque fois qu'il y a eu une possibilité de remettre en question cette Union européenne-là, cette forme d'Europe-là, le principal argument, c'est le fascisme. Donc ne tombez pas dans le piège, votez pour la France, pour une France républicaine qui respecte les peuples. Ne votez pas pour Marine Le Pen, mais votez contre Macron au pire. Il en va de notre destin. Sur ce, je vous remercie. Si ça vous a plu, dites-le moi, j'en ferai des petites vidéos sur des livres comme ça très intéressants. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie et puis bon courage pour dimanche.